Bonjour à tous. Bonjour à Pauline, bonjour à Cécile, bonjour à Anna qui va nous rejoindre, on l'espère très rapidement. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Lab Expat, qui est le numéro 2 de l'année 2026, sur une thématique qui nous parle à tous en tant que juristes, mais qui nous parle différemment selon qu'on est justement en entreprise, en cabinet, en recherche d'emploi, dans un poste, etc. Et donc, ça va être intéressant d'avoir les perspectives de nos intervenants là-dessus, et puis bien entendu, permettre à tous ceux qui nous rejoignent en cours d'enregistrement de poser des questions par rapport à leurs propres ressentis et leur propre expérience. Alors, d'abord, je vais commencer par présenter nos interlocutrices. Je vais commencer par ordre alphabétique par Pauline. Alors Pauline, tu es basée au Luxembourg. Tu as jusqu'à récemment euh, été Legal Counsel Ethics and Compliance pour Castel Africa. Préalablement, tu avais exercé aussi pour Honey Insurance et Stellantis à Malte, mais tu es depuis plus de 7 ans en fait à l'étranger. C'est Euh, exact. et je vais expliquer pourquoi ça va être intéressant d'engager le dialogue aussi, parce que du fait de de votre situation actuelle. Ensuite, Anna, je vais la présenter même si elle ne nous a pas encore rejoint, est basée, elle, à Denver, aux États-Unis. Elle est depuis plus de 20 ans aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, elle a travaillé pour plusieurs sociétés dans le Colorado et ailleurs aux États-Unis, mais elle a aussi été en début de carrière et pendant 7 ans avocate à la FTC, la puissante Federal Trade Commission, qui est un petit peu le gendarme des consommateurs, et protection l'agence de protection des consommateurs aux États-Unis. Et donc, elle a effectivement beaucoup d'expérience aussi de l'international, puisque voilà, depuis 20 ans, elle vit complètement en dehors de France. Cécile, et alors Cécile a fait des allers-retours entre la France et l'Angleterre. Elle est basée au UK. Et elle est en transition de son poste actuel chez GM Financial. Elle est European Legal Director après avoir exercé pendant près de 6 ans chez Opel Vauxhall Finance. Alors, je sais pas si ça c'était en France du coup? Les deux, en UK En France. et Paris. Ouais. Voilà. Et avant, chez TJ International Limited, également au UK. Elle était préalablement en cabinet pendant pas mal d'années, et notamment jusqu'à 2010 chez Simmons Simmons, que je suis sûr que beaucoup de Mm. juristes qui ont des activités en Angleterre connaissent très bien. Voilà, donc je voulais d'abord vous remercier vraiment de participer. Puis j'avais une première réaction à expliquer que c'est en fait c'est intéressant d'avoir cette thématique discutée entre nous à cet instant de vos situations personnelles. Euh, Vous êtes toutes les trois. Alors Anna, qui n'est pas encore dans le call, a est sur le point de commencer demain un nouveau poste. Donc c'est encore confidentiel, donc je ne sais pas où. Mais donc elle a été dans cette situation de rechercher un nouvel emploi et donc de faire vivre son réseau pour voir dans quelle mesure est-ce qu'elle pouvait solliciter justement son réseau. Mais Cécile et Pauline sont dans une situation un petit peu similaire elles-mêmes, puisqu'elles sont toutes les deux en recherche d'une nouvelle opportunité. Donc c'est intéressant d'avoir ces discussions justement, non seulement parce que ça nous intéresse tous, mais aussi parce que vos situations actuelles vous permettent d'enrichir ces discussions vraiment de vos expériences personnelles. Alors, la première question que je vous pose, toutes les deux, c'est d'abord quand on parle de réseau. Qu'est-ce qu'on entend par réseau? Parce qu'effectivement, quand on a été, comme moi, comme beaucoup de juristes du groupe en cabinet, et qu'on l'est par la suite si on a quitté l'entreprise, en tant qu'avocat, on a une définition du réseau qui est complètement différente. C'est presque une seconde nature d'avoir à développer un réseau pour éventuellement bâtir une clientèle. Euh, Quand on est en entreprise, c'est pas la même définition. Le réseau, souvent, il est au sein de l'entreprise, il n'est pas forcément à l'extérieur. On n'est pas dans une relation d'acheteur à vendeur quelque part. Et donc la question que je vous pose, c'est vraiment qu'est-ce qu'on entend par réseau quand on est en entreprise, sachant que quand on est en fac de droit, on n'apprend pas le marketing. C'est pas quelque chose de naturel. Et le réseau, c'est beaucoup du marketing personnel. Donc comment développer ce réseau-là et comment en bénéficier au cours de notre carrière. Donc peut-être je vais commencer par, je ne sais pas si l'une ou l'autre avait une première, peut-être Pauline, si tu as une Oui. première réaction par rapport à ça.
Oui, alors, il y a bien une différence entre le métier de l'avocat et celui du juriste, puisque nous, on ne recherche pas des clients lorsque nous sommes en entreprise. À mon sens, le réseau, il va se faire directement en entreprise avec nos collègues de travail. Donc, si on a la chance d'avoir des collègues de travail qui sont en Europe, pour moi, que j'ai eu l'occasion, et en Afrique, c'est là que mon réseau va se déployer. Et bien sûr, les collègues où on partage le même office. Donc ça, c'est une première, on va dire, étape, je dirais, pour avoir du réseau. Et puis, ne pas être timide sur l'ouverture aux autres par rapport à notre profil. Je pense que le réseau, il se fait déjà par la qualité de notre travail. Si notre travail est correctement bien fait et on est reconnu par ça, à la fois moi en Europe et en Afrique, c'est ça qui va valoriser par la suite le réseau, puisqu'ils vont avoir confiance et notamment ils vont dire, bon bah voilà, je connais quelqu'un qui travaille bien, est-ce qu'on peut échanger les numéros? Donc je dirais qu'il y a deux parallèles par rapport à ce premier point. D'accord. Je vais réagir sur ça après, mais peut-être je vais laisser à Cécile l'opportunité de rebondir. Vas-y, Vas-y, Cécile. vas-y, Stéphane, réagis. Non, non, après, parce que j'ai des Ah, retours. Vas-y, vas-y. d'accord. Oui, oui. Non, je suis assez d'accord. Alors moi, comme j'ai commencé en cabinet, enfin, j'avais jamais vraiment pris conscience d'un réseau. En fait, pour moi, ça a toujours été des relations humaines à la base. Et en fait, quand j'ai cherché à aller à Londres il y a très longtemps, j'étais déjà en cabinet. Je voulais le faire avec le cabinet, mais c'est très compliqué. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser en fait mes amis de la fac, le réseau de la fac, les alumni, qui sont déjà à Londres et qui, eux, connaissent des gens. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai réussi à traverser la Manche euh, en contactant des contacts des anciens de la fac. Et d'ailleurs, on a toujours aujourd'hui, même tant d'années après, toujours ce réseau de la fac qui existe. Ouais. euh, qui est fort, hein, qui est fort. Et donc après, effectivement, une fois en interne, j'ai encore réalisé au fur et à mesure de mon développement en interne qu'il y avait un réseau effectivement interne aussi à développer, que ce soit au sein même du pays où l'on est, ou alors quand on a la chance d'être dans une société qui a une dimension internationale, avec ses collègues dans les autres pays, au travers de différentes initiatives qu'il peut y avoir au sein de la société. Ouais. Après, moi, la question que je me pose souvent, c'est que, bon, vous avez parlé de votre réseau au sein du groupe, etc., et quand vous êtes sur le pays, mais quand on est en France, qu'on n'est pas encore dans ce pays-là, ou qu'on est dans un pays, mais qu'on souhaite aller dans un autre pays que celui dans lequel on est, donc c'est pas forcément de la France, mais comment bâtir ce réseau en amont, soit d'une première expatriation, soit d'une deuxième, troisième, quatrième expatriation? Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que, Ah par bah, Parce que, exemple, je alors, t'en prie. justement, pardon. vas-y, Pauline, vas-y, Pauline. Euh, non, je pense que moi, de ce que je fais et ce qui est plutôt le monde réaliste de nos jours, si par exemple j'ai envie de m'expatrier à Singapour, je vais essayer de contacter des personnes qui sont déjà implantées via LinkedIn. Donc je les contacte en faisant une petite présentation, parce qu'on n'a pas beaucoup de mots autorisés sur LinkedIn pour le premier échange. Et une petite présentation de ma carrière et de ce que j'aimerais apporter et s'il a des connaissances ou elle a des connaissances sur le terrain. Je pense que pour moi, il y a que enfin, à mon sens, il y a que LinkedIn. Sinon, bien sûr, ce que vous faites via les vidéos YouTube, je pense que ça peut être intéressant parce qu'après, on se met en contact. Voilà, moi, j'ai demandé après Cécile et Marie le contact sur LinkedIn. Donc, après, ça grandit et on peut faire un call de rencontres comme ça ou des podcasts à venir qui vont peut-être s'ouvrir. C'est comme ça par Internet, finalement. Cécile? Alors moi, ça a été plus, c'est ce que j'expliquais, j'étais encore à Paris quand j'ai voulu m'expatrier à Londres et j'ai cherché dans mon réseau amical ou de la fac. J'avais un ami de la fac qui était déjà parti à Londres et donc je suis entrée en contact avec lui et lui m'a introduit auprès de ses contacts. Donc c'est pareil, si on devait prendre l'exemple de Singapour, je vais faire un scan mental sur d'abord mes connaissances
qu'elles soient professionnelles, mais amicales, professionnelles. Bah, j'ai typiquement un exemple d'une ancienne collègue, collaboratrice avec qui je travaillais, qui était chez Simmons et qui a été à Singapour. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à prendre cette fibre-là, la fibre amicale un peu professionnelle, et de prendre contact. Bon, après, si effectivement je connais personne qui connaît personne dans le pays en question, je pense que LinkedIn, c'est vraiment le moyen aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Moi, quand j'avais fait ma première expatriation, quand j'étais parti en Angleterre, j'avais été débauché par un cabinet de recrutement. Mais quand on est ensuite en entreprise, on se rend compte finalement que la quasi-totalité des postes en fait qui sont pourvus en entreprise, d'abord, ne sont pas forcément l'objet d'une annonce. Mm. Sont pas postés sur les réseaux, sont pas forcément sur les sites des sociétés, même si parfois légalement on veut pouvoir le faire, ne serait-ce que pour des raisons pour éviter la discrimination, donc on le poste alors même que la préférence va le pourvoir en interne. Mais finalement, justement, d'où l'importance de développer son réseau, parce que si c'est pas là-dedans, dans les postes qu'on trouve, et que c'est pas vraiment... D'ailleurs, je vais peut-être avoir votre ressenti par rapport au cabinet de recrutement en général, mais l'importance de développer son réseau. Moi, je sais que quand j'avais besoin pour mon équipe de faire venir quelqu'un, je contactais d'autres directeurs juridiques dans mon secteur ou dans une spécialité particulière pour leur demander s'ils savaient que quelqu'un recherchait, etc. Donc, il y a ce réseau de confiance qu'on essaie d'utiliser qui est plus simple parce qu'on connaît la personne et donc on lui fait confiance. Mm. Et donc, je suis intéressé de savoir si, du coup, ce que tu disais, Pauline, c'est effectivement développer son réseau, contacter les gens, je pense, dans les entreprises qui t'intéressent. Tu parlais de Singapour, donc du coup, l'exemple de Singapour là-dedans, mais je pense que c'est effectivement le secteur, les rôles en particulier qui nous intéressent, développer cette relation personnelle en espérant qu'effectivement, quand il y a un rôle qui va s'ouvrir, on pensera à nous. Est-ce que c'est votre réaction aussi, Cécile? Oui, 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 c'est ça. C'est vraiment ce que je t'expliquais l'autre jour, effectivement, quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je réactive mon réseau, entre guillemets, parce on a tendance, une fois qu'on est aussi en interne et on va se focaliser sur la nouvelle tâche, le nouveau rôle, donc on va un peu peut-être délaisser son réseau. Et ça fera peut-être l'objet d'une autre question. Mais donc là, j'ai réactivé le réseau et effectivement, j'ai fait de manière un peu structurée en faisant des colonnes, en disant bon, bah, quels sont les chasseurs que je connais et dans quel pays. Euh, j'ai eu la chance de contacter un chasseur français qui, pour le coup, lui-même m'a donné une liste entière de chasseurs à contacter avec sa recommandation. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans la progression aussi de l'expansion du réseau. J'ai une autre colonne qui était quels sont les amis qui sont aujourd'hui devenus associés dans les cabinets d'avocats qui ont des clients, qui vont chercher. Donc voilà, c'était un peu les approches aussi. Et puis voilà, avec un focus sur le territoire ou la région dans Bien sûr. laquelle Bien sûr. on est Pauline, sur tu as lequel. quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, oui, oui. Bah, j'ajouterais avec ce qu'a dit précédemment Cécile. Moi, j'ai eu la chance de faire un VIE à Malte. Donc, du coup, ça a un peu agrandi mon réseau. Et notamment, mes anciens camarades de promotion de mon Master 2 en droit des affaires ont fait un VIE à Hong Kong, pardon, et une à Dubaï. Donc, il y a eu encore des connexions avec ces personnes-là et on se suit finalement au fur et à mesure, on se suit lorsqu'il y a une modification, un changement de travail, on se suit. Donc là, en l'occurrence, mon amie qui était à Hong Kong et à Singapour, mon amie, elle est toujours à Dubaï. Donc voilà, on s'échange nos CV comme ça, elle me donne des recommandations. Ah ben voilà, il y a un chasseur de tête, contact là. Et puis également les anciens collègues qu'on était à l'international. En l'occurrence à Malte, ils ont migré à Bruxelles, mais je prends encore contact avec eux, entre eux, leur travail et les chasseurs de tête. C'est plutôt comme ça. Donc, je pense que le point de départ, c'est vraiment aussi notre personnalité, comment on incarne notre personnalité dans le monde du travail, qui va avoir un impact sur nos années Bien pré- sûr. euh, suivantes, voilà exactement, pour notre réseau. Donc c'est ça, c'est notre personnalité et notre, on va dire, sérieux au travail. D'accord. J'avais en fait une question, on va parler dans 2 minutes du timing, etc. Mais quand vous parliez de LinkedIn, justement, quelle est l'importance alors d'avoir un profil d'abord à jour et d'enrichir ce profil régulièrement de tout ce qu'on peut faire comme ce qu'on a pu éventuellement faire dans nos rôles? Parce que souvent, quand on est depuis des années là-dedans et qu'on s'y prend simplement à la fin de l'année,
ou quand s'y prend, quand on recherche du travail, est-ce que finalement on a encore fraîchement dans sa tête tout ce qu'on a pu faire? Est-ce qu'on garde quelque part en tête tout ce qu'on a pu faire pour enrichir justement ce profil sur LinkedIn et faire en sorte que l'outil, le logiciel en tant que tel, vous enfin, percute dès lors qu'on on mentionne certains mots-clés, etc. Et quelle est l'importance pour vous de LinkedIn par rapport... Moi, je sais que dans le groupe, j'essaye sans arrêt d'engager du dialogue entre les juristes, etc. Parce que je sais que LinkedIn, c'est pas forcément l'endroit où on trouve le job, c'est le réseau qu'on va développer qui va ensuite faire naître ces opportunités-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des réflexions par rapport à LinkedIn sur ça. Peut-être Cécile, parce que Pauline, tu viens de... Alors, je sous-estime sans doute hein, l'effet LinkedIn. J'ai sans doute là, je me recentre un peu sur LinkedIn. Je pense que mon profil n'est encore pas optimum parce qu'effectivement, comme tu disais, je l'ai pas mis à jour régulièrement. Je l'ai délaissé aussi sans doute un peu parce que j'avais des priorités et que j'étais vraiment concentrée sur la tâche à effectuer ou networker en interne ou du développement en interne qui nécessite donc pas nécessairement de l'exposition sur LinkedIn. Là, je suis en train de re-réfléchir à mon approche, j'avoue, parce que en même temps, j'ai pas non plus envie de dévoiler toute ma vie Bien professionnelle sûr, en bien détail sûr. sur LinkedIn. Donc je suis en pleine démarche de réflexion. Moi, je l'ai surtout Ouais, bon utilisé, compromis. ouais, j'ai surtout utilisé LinkedIn pour des messages privés, de prendre contact avec des gens que je vois pas régulièrement parce que justement ils sont pas à Londres. Mais on se suit. Je vais pas forcément mettre des commentaires qui vont être visibles sur des posts. En revanche, je vais plus faire un compliment ou un one-to-one, enfin en privé. Mais après, c'est une personnalité aussi, donc voilà. Mais en Non, tout mais je cas, pensais plus par rapport à votre profil à vous, vos profils, vos expériences, l'enrichissement de ce que vous avez pu faire dans chacun des rôles qui ont été les vôtres. Voilà, je pensais plus à ça. oui. Est-ce que... Mais j'ai pas assez développé encore. Je pense que il faudrait que je développe plus D'accord, mon profil. C'est intéressant. Et toi, Pauline? Je suis un peu en backup comme Cécile. Euh, Alors, c'est important quand même de mettre à jour son profil LinkedIn et c'est vrai que c'est important de réagir auprès de vidéos, de commenter. Moi, je suis plus en mode privé qu'en mode public. Néanmoins, ce qui est important, c'est que j'ai fait un résumé où on peut trouver au sein de mon LinkedIn. J'ai travaillé ma bannière également voilà, pour préciser que c'était plus une carrière abeille qu'une carrière girafe, que j'ai un aspect Europe et Afrique désormais. Comme ça donne une idée. Après, pour rentrer dans les détails des missions, des tâches du poste, ça, je suis pas encore partisante, mais ça, c'est un choix personnel. Je préfère le faire de manière générale que rentrer en détail. Pourquoi pas rentrer en détail durant un échange privé. Mais je pense que ce qui est important, c'est rentrer en contact avec des messages privés voilà, interagir entre le milieu de juriste et voilà. Oui, mais ça c'est un réseau actif. Le réseau Mhm. passif, c'est celui que tu ne sollicites pas et qui, en fait, voit ce que tu peux faire, etc., et réagit par rapport à ça sans que tu aies forcément activé toi-même. Donc, moi, je sais que je parlais, je rebondis ce que disait Cécile tout à l'heure sur le fait de réfléchir un petit peu à ses compétences, tout son réseau qu'on a, les gens qu'on a pu connaître dans certains rôles. Moi, je sais que quand j'avais déménagé du UK vers les US, j'étais passé par une agence de outplacement, par un expert en outplacement, et qui m'a fait exactement la même chose. J'avais une page blanche à gauche, quelles étaient mes compétences, quels étaient mes défauts, mes domaines de spécialisation, etc. Et j'avais notamment un CV, alors je ne vais pas dire combien de pages, parce que c'est ridicule quand on sait, surtout aux États-Unis, combien de pages il faut pour un CV, mais la personne avait rigolé en disant, mais c'est pas du tout, ça passera jamais aux États-Unis. Et donc, il a fallu vraiment complètement changer aussi ça. C'est-à-dire que quand vous dites j'envoie mon CV, est-ce que le CV, quand il doit être lu au UK, quand tu viens par exemple de la France, Cécile, ou à Malte, ou dans les pays africains, ou même aux États-Unis, est-ce qu'il est forcément lu de la même façon qu'il est rédigé? C'est-à-dire que vous avez pensé, moi je vois encore des CV qui arrivent de France, ils sont rédigés à la française.
Et on dit souvent que notamment il faut 40% de mots en plus en langue française pour dire la même chose qu'en anglais. Donc on a toujours tendance à en mettre beaucoup, des tartines, des longues phrases qui recommencent pas, voilà. Et, euh, et donc, est-ce que vous avez aussi cette réflexion au-delà de... Bon, LinkedIn, c'est une chose, mais le CV, est-ce que vous avez pensé un petit peu à changer ça, ou est-ce que vous avez des conseils à donner aux autres juristes du groupe qui veulent aller en Angleterre, qui veulent aller à Malte, qui veulent aller dans d'autres pays, sur la façon dont ils doivent réfléchir leur CV? Alors pour l'Angleterre, enfin la grosse différence entre la France et l'Angleterre moi j'ai noté, c'est en France on a tendance à mettre sa photo, son adresse, enfin beaucoup de détails de la vie privée, même si c'est pas nécessairement demandé, hein, alors qu'au UK un nom et une adresse email ça suffit. On n'a pas besoin de. D'ailleurs c'est rarement on voit rarement des CV avec des photos. Ouais. Euh, des détails d'adresse, tout ça, c'est pour des questions aussi de discrimination. Et donc, je suis, enfin, à titre personnellement, enfin, moi, je conseille, même moi, quand j'embauchais au UK, les CV où il y avait effectivement 3 pages, la lettre de motivation, ça sert, enfin, pour moi, ça sert à rien. Donc vraiment un CV clean, straight to the point et effectivement se renseigner aussi. Alors aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il y a tellement d'aides pour C'est préparer vrai. un CV qui culturellement va être adapté. Ce serait si moi je dois recruter et je dois recevoir un CV qui n'est pas adapté culturellement, bon, je me dis que aujourd'hui c'est tellement AI Pour pouvoir focus que faire cette démarche. Ouais. voilà, je Mm. pense que c'est un point à prendre en note, quoi. Et toi, Pauline, est-ce que tu as quelque chose à partager de ce côté-là? Oui, oui, bien sûr. Je dirais aussi que le CV maintenant, il doit passer sous l'ATS. Donc, au-delà même de la culture du pays, il faut déjà rentrer dans le milieu ATS pour que nos CV soient à un score plutôt élevé pour qu'on puisse être présélectionné. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, qu'il faut se mettre à l'image du pays. Bon, j'ai eu l'expérience entre Malte, l'Europe et l'Afrique. En Afrique, on est plus dans les contacts humains. On va jouer vraiment de relations humaines. À Malte également, moi j'avais trouvé mon second emploi à Malte juste parce que j'avais mis que j'étais legal counsel à Malte et j'avais été recrutée par un chasseur de tête. Donc c'est pour ça aussi que je rebondis que c'est important de mettre le lieu où on se situe. Moi je suis située au Luxembourg, même si je désire à m'expatrier encore une nouvelle fois, bah, ça me met encore des bâtons dans les roues, le fait que je puisse mettre uniquement une city Luxembourg. Ça aussi, ça à prendre en compte parce que au niveau des recherches des chasseurs de tête, eux, ils vont trouver les legals qui sont déjà dans le pays. Donc ça, c'est aussi un point important pour les personnes qui recherchent du travail, de mettre, par exemple, s'ils sont à Paris, eh ben, de mettre legal à Londres s'ils veulent chercher à Londres, de mettre legal à Malte s'ils veulent être à Malte, au Mhm. Bénin s'il va être au Bénin. Ça, c'est très important. Voilà. Ça, Ouais, c'est- ne pas en faire un problème pour l'employé, pour le recruteur, mais en gros faciliter les choses et que le reste, c'est votre problème à vous, en fait, que vous soyez sur place Et maintenant ou pas. Voilà. d'être vu par les logiciels, des logiciels maintenant qu'on a, d'être vu parce qu'on est déjà dans le pays. Ouais. En fait, tu parlais du logiciel. Moi, la question que je me pose souvent, c'est que quand on veut mettre des mots-clés qui vont répondre à une offre particulière, c'est qu'on a connaissance de l'offre. Et donc, on essaye quelque part de customiser son application en fonction de ça, mais on n'a pas toujours un poste qu'on sait être disponible. Et donc, comment faire pour avoir une sorte de passe-partout, en fait, avec des mots-clés quand on essaie de jouer avec les logiciels comme ça? C'est pas évident? C'est pas évident, c'est toute la complexité que je rencontre et que en 2026, je ne cherche pas du travail de la même manière qu'en 2018, quand j'ai commencé. Ça a rien à voir et il y a beaucoup de frustrations qui peuvent se mettre en jeu puisque l'humain est en dessous. Donc en fait, comment jongler avec les mots-clés, c'est juste pour moi d'avoir un bon scoring. Donc peut-être pas mentir, mais d'extrapoler pour pouvoir être dans les clous du logiciel. Sinon, on passe pas et on peut pas être lu par un humain. Donc, c'est ça qui est difficile de nos jours. C'est que l'IA est devenu un obstacle pour nous qui est
moi, je trouve que c'est plus compliqué de trouver du travail en 2026 qu'en 2018. Intéressant. Ouais. Cécile, tu as quelque chose à rajouter sur ça? Je ne suis pas, je suis Experte impressionnée. du logiciel. Non, alors je suis pas. Non, j'avoue que ma stratégie pour le moment, elle est totalement concentrée sur le réseau. Euh, Ouais, en fait, quelque chose d'intéressant pour te permettre, si tu veux y réfléchir en attendant, mais c'est vrai que moi, quand j'étais chez American Express à New York, je me rendais compte qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient postuler sur des rôles, mais qui étaient bloqués par le système, par le logiciel. Parce que soit ils disaient qu'ils n'avaient pas le visa pour travailler aux États-Unis, soit il y avait toujours quelque chose. Et moi, quand je parlais à des collègues au sein de la société qui recherchaient pour leur équipe et qui donc passaient par l'équipe de recrutement, euh, eux n'avaient jamais vu le CV. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui recherchait là-dedans. Et donc, quand ensuite, moi, je leur disais, mais il y a cette personne que je connais qui recherche un travail, d'où l'importance, en fait, de développer son réseau auprès des gens qui sont ceux qui prennent les décisions, les décideurs au sein des sociétés. Parce que, in fine, c'est eux qui vont prendre cette décision. Mais si eux n'ont pas connaissance d'un profil parce il est filtré, et que, donc, c'est important de développer cette partie-là, surtout. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en Angleterre, si tu vas peut-être me dire, et pour toi, Pauline, là où tu as travaillé, mais aux États-Unis, quand on, dans beaucoup de sociétés, quand on fait venir quelqu'un dans la société et que cette personne, en fait, est embauchée, elle passe toutes les étapes, on est ensuite intéressé financièrement par faire venir dans cette société. On récupère une sorte enfin, une sorte de bonus, etc., pour avoir fait venir quelqu'un dans la société, parce que la société préfère faire confiance à ses employés pour faire venir des gens que ses employés connaissent déjà, plutôt que de complètement faire des annonces, payer des recruteurs, etc. Donc, d'où l'intérêt pour eux est souvent de développer ce réseau-là parce que ces gens-là bénéficient ensuite de faire entrer des gens quand il y a un poste qui est disponible. je sais plus si GM Financial le faisait. J'avoue que là, on le fait pas, c'est sûr. Mais j'en ai déjà entendu parler. Alors là, la société pour laquelle je travaillais ne le faisait pas, mais j'en ai déjà entendu parler. Mais c'est pour ça que c'est peut-être lié aussi à mon expérience et à mon âge. J'avoue que je suis encore un peu réticente à l'ATS. Je l'ai fait, mais je suis encore un peu réticente. Et puis, je suis une fervente croyante de la relation humaine. Ouais, ouais, je Et, comprends. euh, et, euh, et donc, comme pour le moment, je suis au début de ma transition, je suis vraiment, et j'ai été hyper agréablement surprise par des gens que je connaissais même très peu. Mais on est dans le même milieu, on est dans la même, enfin, on a des gens en contact. Et donc, l'aide, le soutien que j'ai eu de la part de personnes que je connaissais un peu, mais qui étaient dans mon réseau par deuxième ou troisième contact, et alors, je ne sais pas si ça va porter ses fruits, on verra, mais en tout cas, je suis très pour. Je vais prendre un café avec un tel. Et, Ouais. et, euh, bon, j'y crois. Pour l'instant, en tout cas, moi, je suis une optimiste. Et je crois plutôt effectivement, surtout qu'on me répète assez régulièrement, comme tu le disais, Stéphane, qu'à un certain niveau de seniorité de poste, ça se fait souvent avant même que l'annonce ne soit publiée. Mm. Donc en fait, j'essaye plutôt cette stratégie aujourd'hui. On verra. Peut-être que si on se reparle dans quelques mois, je me serai convertie à l'ATS. Moi, je pense que, en fait, c'est pas une question de réticence et je te rejoins, Cécile. Je suis complètement réticente à l'ATS et au fait que notre CV il est lu par des logiciels pour être présélectionné. Si j'ai une expérience à l'international, en Europe et en Afrique, c'est que j'aime l'humain. Néanmoins, on est face à une réalité qui est telle que l'ATS est activée par l'ensemble des entreprises. Ouais, c'est une C'est pas... réalité. Et en fait, il faut jouer le jeu. Si on joue pas le jeu, on se met en sabotage. Donc, je pense que c'est une balance qu'il faut avoir, Cécile, entre les relations humaines, boire un café, prendre contact avec LinkedIn, mais aussi jouer le jeu avec la thèse. Sinon, enfin, on est game over. Je suis désolée de le dire. Mm. Ça fait plusieurs mois que je cherche du travail et que je me renseigne beaucoup sur ce qui se passe. Et il faut se renseigner pour être au goût de ce qui se passe.
même il y a 2 ans, c'est plus la même chose qu'il y a 6 mois. C'est pour ça qu'il faut être tout le temps être à la recherche de ce qui se passe en ce moment, comment le recrutement s'effectue. On peut bien sûr avoir des nice calls avec les chasseurs les chasseurs j'allais dire de retraite, les chasseurs de recrutement, mais il faut encore jouer en notre faveur et jouer avec le robot ATS, c'est tout. Ouais, en fait, c'est marrant, tu disais, Cécile, oui, prendre un café, mais c'est vrai que quand tu n'es pas dans le même pays, les cafés sont plus virtuels que personnels. Mhm. Moi, la question que je me posais, et moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, on était dans une vague de, et j'ai très vite, d'ailleurs, je le conseille aujourd'hui aux jeunes qui arrivent, notamment aux États-Unis, c'est de s'engager dans des associations de barreaux qui sont des associations purement commerciales, volontaires. C'est pas du tout le fait qu'on soit membre d'un barreau, ça n'a rien à voir, mais ce sont des grands messes où on se retrouve avec plein de juristes, d'avocats, de juges, etc. Et donc, mais on se rend compte avec les années que même ces associations-là commencent à perdre euh, du souffle parce qu'en fait, les gens se rencontrent de moins en moins en personne, en fait. Tout se fait de plus en plus en virtuel. Donc, effectivement, on peut rencontrer des gens, mais les gens maintenant, beaucoup travaillent en télétravail, beaucoup sont pas forcément dans l'endroit où ils disent, voilà, je suis basé là, mais en fait, je travaille depuis chez moi. Donc, ils se déplacent beaucoup moins dans les associations. Donc, comment faire pour rencontrer ces personnes physiquement, en fait, surtout quand on n'est pas dans le pays? Quand on n'est pas dans le pays, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais effectivement, virtuellement, enfin, alors, quand on est dans le pays, effectivement, par exemple, j'ai participé il y a 3 ans maintenant au sommet du droit de l'entreprise en tant que, enfin, je faisais partie d'un panel, c'est speaker, et d'ailleurs, mon objectif au moment où j'ai accepté d'être speaker n'était pas du tout de réseauter, mais il était un objectif plutôt personnel, c'était parler en public devant une salle entière. Et il s'avère que bah, cette expérience qui a été en physique, aujourd'hui, même si je suis depuis Londres, m'a permis de rester en contact avec des gens qui sont à Paris. Ces gens d'ailleurs m'ont contacté entre-temps et enfin on est resté en contact. Donc ça a commencé par un physique, mais c'est resté en virtuel. Là, j'avoue que c'est la première fois, mais j'ai accepté aussi de faire partie d'un speaker. Alors c'est Intimate. C'est Intimate Conference avec, on est 6 ou 7 GCs, Round Table. Je découvre le concept, hein, je ne le connaissais pas. On va parler de plusieurs sujets juridiques et la société qui organise ça, en fait, j'avais du mal à comprendre où se situait le gain. Euh, Ok. It's totally free, c'est vraiment, on m'a dit, il y a rien, ça ne vous coûte rien. Donc, je deviens suspicieuse dans ces cas-là. Et en fait, c'est une étude marketing c'est sponsorisé par Reuters, Thomson Reuters pour leur AI Legal Tools. Donc, ils vont écouter, c'est un peu comme les anciennes vitres teintées. Ils vont donc voilà, et donc je me dis, bah, bon, pour moi, ça sera virtuellement, mais ce sera une manière de networker à un niveau où il y aura du GC Siemens, il y a des GC différents. Donc, non, non, mais enfin, encore une fois, j'en suis aux prémices, on va dire, de ma recherche. Donc, D'accord. je Et découvre. toi, vas-y. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Non, non, je disais, je découvre, je me familiarise avec ce que Pauline décrit effectivement, ces nouvelles outils qui sont l'ATS et l'intelligence artificielle Hmm. pour revoir les méthodes de Mais toi, c'est recrutement. pareil, Pauline. Peut-être toi, entre Malte et entre Luxembourg et Singapour, il y a une distance. En fait, est-ce que culturellement, tu vois que les gens sont assez ouverts en fait à cet engagement à distance, comme ça, ce networking, ce réseautage, ou est-ce que culturellement, tu te rends compte qu'à Singapour, c'est pas du tout quelque chose qui se fait, où les gens sont beaucoup moins dans ça. Quel est ton ressenti sur ça? Si je pense qu'on est ouvert maintenant au meeting, au point de virtuel, aux échanges virtuels. Donc je pense que c'est pas un problème. Là, je vais avoir justement un contact avec cette semaine avec mon ami de Singapour pour voir un peu comment ça se passe là-bas. Donc c'est comme ça en fait que ça commence. C'est pas d'un ami, un ami, et puis voilà. Mais je voulais rebondir sur comment rencontrer du monde. Moi, je trouve que Cécile, là, ce que tu as donné comme exemple, c'est génial. Et en l'occurrence, dans mon ancien travail, j'avais l'habitude de participer à des meetings mensuels. C'était lutte contre la corruption sur un logiciel. Et il y avait plusieurs personnes de juristes, de compliance officers, d'entreprises internationales.
qui pourraient être des États-Unis, que de l'Asie ou en Europe, et on se rencontrait à travers un échange d'une thématique comme là on fait aujourd'hui. Et après, on crée un réseau, donc on réagit entre nous, et puis on recontacte après sur LinkedIn. Donc moi, je pense que c'est important d'avoir de plus en plus de podcasts ou d'échanges sur des thématiques juridiques pour se faire connaître et qu'on puisse nous aussi entretenir des liens. Et puis voilà, moi je sais que demain, voilà, je vais suivre ce que Cécile fera dans le futur et ça va être une première approche. Je pense qu'il faut pas être timide à aller à rencontrer via virtuellement sur des questions juridiques des personnes. Et puis les personnes maintenant, voilà, je trouve que c'est courant voilà, on s'ajoute sur LinkedIn et après on n'hésite pas, ne pas Ouais, hésiter, ne pas être timide également à envoyer un message sur LinkedIn. On répond pas, mais au moins on tente le coup, on essaye parce que si on ouais, n'essaye pas, absolument. on ne saura jamais. Absolument. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et en fait, une chose qui en fait, euh, vient en tête, mais vous allez me réagir sur ça, c'est que on fait pas du réseautage pour trouver un job. Et ça, c'est la grande différence. C'est on bâtit pas son réseau parce que c'est clair qu'on recherche un job. On bâtit un réseau d'abord parce qu'on a besoin du réseau, parce que le réseau est là et qu'un jour il peut aider. Mais c'est pas dans le but de trouver un job. Et donc ça va soulever pour moi la question de se dire, quand est-ce qu'on commence ce networking? On en a parlé dans le pré-call entre nous. C'est quel est le bon moment pour commencer le réseautage? Moi, je sais que d'expérience, j'ai eu des juristes qui arrivaient, par exemple, qui me contactaient parce qu'ils étaient en phase vraiment accélérée de trouver un travail. Et puis après, ils trouvaient un travail, puis après, j'entendais plus parler pendant des années de cette personne-là jusqu'à un autre moment où il cherchait justement un autre job. Et donc la question que je pose, c'est en fait, moi, je sais que ma famille me reprochait toujours quand je commençais un job, le premier jour, j'étais déjà en train de refaire mon CV, etc., etc. Alors c'est peut-être un peu extrême, mais la question en fait, c'est quand est-ce que commence le réseautage, quand est-ce qu'il s'arrête, est-ce que c'est quelque chose, tu disais tout à l'heure, Cécile, j'ai réactivé mon réseau. Mm. Donc en fait, la question, c'est est-ce qu'on le réactive parce qu'il est dormant pendant toutes ces années-là, ou est-ce que du coup, en fait, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, du timing? C'est une grande question. Je pense que déjà, quand est-ce que commence le réseau? Je pense, encore une fois, comme on part à la base, on part de relations humaines. Pour moi, on commence à la fac, en fait. Enfin, euh, on peut même commencer avant, mais au lycée, c'est quand même un peu plus compliqué. On n'a pas, alors que là, le réseau, on est à la fac, on est à la fac de droit. Donc, pour moi, ça commence à la fac. Et il se construit, pour moi, en tout cas, il se construit petit à petit. Encore une fois, c'est pas comme tu disais, c'est pas parce que je cherche un travail que d'un coup je vais me mettre à réseauter. Enfin, parfois, je reçois des demandes de contact LinkedIn sans message, sans rien. Je ne connaissais absolument pas cette personne, donc je n'accepte pas. C'est pas comme si, enfin, ça me paraît tellement évident. On va d'abord se dire bonjour, on va d'abord échanger, et c'est comme ça au fur et à mesure des années, des expériences des collègues de travail en interne qui changent de travail et qui effectivement partent travailler dans une autre société. Et alors, comme toutes les relations humaines, parfois il peut y avoir des temps calmes et puis parfois il peut y avoir des temps forts. Et ça va dans les deux sens. Je pense qu'en tout cas, enfin, en tout cas, en vous écoutant, une chose que je trouve très importante pour maintenir un réseau, et encore une fois, c'est un principe de base, c'est aussi de dire merci quand quelqu'un a fait un geste ou a tendu une main en disant bah, je vais passer ton CV là, oui bien sûr, ou c'est j'ai le mot en anglais qui me vient, mais en fait grateful. C'est vraiment d'être reconnaissant, Reconnaissant. Mm. d'être reconnaissant et de ne pas dire j'ai obtenu, comme tu disais Stéphane, bah voilà, ces personnes me contactent et puis après j'entends plus parler d'elles pendant des années. Non, c'est vraiment entretenir. Ça veut pas dire tous les mois, toutes les semaines. Ça peut dire parfois ça peut être un silence d'un an. Mais pour moi c'est pas grave à partir du moment où ça peut être juste ah bah je suis de passage à Londres. Est-ce que tu me Bien sûr, recommandes un restaurant? Enfin voilà, c'est vraiment bien sûr. Non, non, je suis d'accord. Pauline?
Je rejoins exactement ce que Cécile a dit. Interagir sur les choses ou les accomplissements qu'on fait sur LinkedIn, changement de poste, envoyer un petit message, bravo pour ce changement de poste. C'est comme ça après qu'on commence la relation et qu'on l'entretient également. Je l'ai notamment fait avec toi, Stéphane. Je trouve que c'était génial d'avoir lancé ce type d'échange. Donc c'est plutôt comme ça, à distance malgré tout, et lorsqu'on peut le faire en physique, créer l'opportunité. Mm. Tu sais, Cécile, juste une chose que tu disais par rapport au message. Tous les spécialistes du marketing te diront qu'en fait, le taux de conversion des contacts sur LinkedIn se fait sans message. Puisque la plupart des gens ne vont pas lire les messages, ils vont même pas voir qu'il y a un message qui accompagne. Et que généralement, D'accord. c'est une fois que le contact est fait que le message commence. Et d'où l'importance, parfois, quand on n'a pas de message d'introduction, d'avoir un profil qui est bien renseigné pour que la personne voyant qui tu es comprenne assez rapidement, ah bah oui, c'est presque logique qu'on veuille être en contact. Mais ça c'est un des D'ac- b.a.-ba en fait que j'ai appris du marketing, ouais. D'accord. Parce que moi, ça me semblait aussi pareil. Moi, quand je vois des trucs, il dit, mais pourquoi est-ce qu'un contact met même pas un message d'accompagnement? Mais en fait, il a été prouvé que le taux de conversion est beaucoup plus élevé quand il n'y a pas de message d'accompagnement, en fait, dans un premier temps. Ok. Intéressant. Intéressant. Ah ben, Euh, ouais. En fait, je voulais avoir aussi votre ressenti sur quand on arrive sur place, en fait, quand on est dans un nouveau pays. Comment est-ce qu'on commence vraiment à se positionner au sein d'un nouvel environnement corporate? Et puis même au-delà, est-ce que on arrive dans le pays, c'est une nouvelle culture d'entreprise, nouvelle société, nouveau pays parfois, souvent, quand on est en expatriation. Et comment est-ce qu'on développe son réseau? Est-ce que les premiers jours sont très importants ou est-ce que finalement, c'est comme tu disais, Cécile, c'est pas forcément dans les premiers jours que les choses sont importantes, c'est surtout sur la durée. Enfin, vos expériences à vous, quand vous êtes retrouvés la première fois dans votre première expatriation dans un nouveau pays, comment est-ce que est-ce que vous avez d'emblée travaillé à développer ce réseau? Moi, je dirais que c'est pas une course, c'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Donc, tout au long de notre, on va dire, contrat avec lequel on a avec l'entreprise, qu'il faut qu'on show up de manière sérieuse avec son travail et de pouvoir, bah, nous, en tant que legal department, d'aller un peu habiter tous les autres départements pour se faire connaître. Euh, En tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé à la fois à Malte et en Afrique. Par la qualité, moi je dirais que par ma personnalité, ma qualité de travail. Et donc je vais vers les gens, j'apprends à les connaître, à connaître leur culture. Nous, il y avait plusieurs différents internationaux au sein même de mon entreprise, de mes deux entreprises à Malte, se faire connaître tout simplement par son travail. De là, il y a des liens qui se tissent ou pas. Il y a plus de l'amitié des fois ou pas, ça reste professionnel. Et quand bien même ça reste professionnel, c'est un marathon. Donc je dirais le sérieux qui fait que notre réseau peut avoir une réelle profondeur sur les années futures, je dirais. Intéressant. Cécile? Oui, 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 tout à fait d'accord. Je pense que à la base, c'est effectivement la qualité du travail rendu, du conseil donné. Comme tu dis aussi les soft skills, hein, le fait qu'on puisse compter sur toi si on te demande une question, même un vendredi à 5 heures, alors que à Londres, le vendredi à 5 heures, on est vraiment plus au travail. Mais ça, je pense que c'est important, effectivement, l'aspect marathon. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi, quand je suis arrivée à Londres, enfin, j'ai eu la chance d'arriver à Londres finalement en transférant du cabinet parisien Simmons Simmons au cabinet londonien. Donc le réseau, il existait déjà un petit peu. Mais après, quand je suis passée en in-house, effectivement, ça a été ça. Ça a été exactement ce que décrit Pauline et ça Et, se fait au fur et à mesure. et culturellement, en fait, est-ce qu'on fait du networking pareil dans un pays plutôt qu'un autre? En fait, c'est différent. Quand on est en France et qu'on va rencontrer des gens, ça se passe pas comme ça se passe en Angleterre, comme ça se passe à Malte, comme ça se passe au Luxembourg. Comment est-ce qu'on adapte en fait sa culture? La culture, elle nous suit partout où on va. Donc comment faire on a une culture d'origine, comment faire pour ajuster ça? L'ouverture d'esprit. Non, non, déjà, on est dans une démarche d'expatriation. Donc, ça veut dire qu'on aime l'humain, on aime les autres cultures. En l'occurrence, en Afrique, les échanges étaient
clairement sur WhatsApp. Clairement, mes collègues de travail, c'était WhatsApp avant Teams. Alors que à Malte, c'était l'inverse. C'était pas du tout WhatsApp, c'était via Teams. Donc ça, c'est un point important. Quand je suis arrivée en Afrique, c'était normal de recevoir des messages WhatsApp, de même être un peu aller au-delà du caractère professionnel, voilà, des images de ce qui se passe en Afrique. Et ça, c'est important de tout simplement l'accepter pour gagner en confiance. Et en Afrique, c'était la confiance. Pour qu'on puisse bien travailler ensemble, c'était la confiance, Ouais, exactement, la absolument. relation humaine qu'on devait. Ça avait rien à voir avec ce que j'avais l'habitude d'avoir en Europe, mais c'était la confiance. Et après, on peut bien travailler. C'est pas on travaille correctement et après il y a la relation. Non, on impose directement la relation de confiance. Je t'accepte, tu m'acceptes. On est là pour collaborer ensemble. Je suis pas là pour te piéger. Je suis là pour t'aider, t'encourager, pour qu'on fasse un bon travail. Et puis il y a cet amusement, quoi. C'est les soirées, les events en Afrique sont pas du tout les events à Malte ou en Europe. Ça a rien à voir. Bien sûr. Mm. Et toi, c'est Ouais. l'Angleterre, c'est très différent. Ne me dites Alors, pas qu'il n'y a pas de différence qu'en Angleterre par rapport à la France. Moi, j'ai suis tombé des nues, hein, donc, le d'accord. net- et la Il y culture, a- et peut-être que tu pourras en parler d'ailleurs. Bon, je vais te laisser parler, mais tu pourras parler d'ailleurs de la culture des pubs, notamment l'importance des pubs en Angleterre. Mais c'est vrai que le networking est très différent en Angleterre. Networking est très différent. Alors en plus, moi j'arrivais enfin, j'avais déjà fait de l'expatriation étant petite avec mes parents et en plus c'était aux États-Unis, donc j'avais plutôt un accent américain, j'avais plutôt une mentalité américaine quand je suis arrivée au UK. Et effectivement, avec mon background français aussi, effectivement, bah, il y a un ajustement qui doit se faire. Il y a ça prend du temps. Donc, je pense que l'observation déjà, l'observation aussi du lieu de travail, de l'interaction avec les collègues. Moi, j'avais la chance au tout début chez GM Financial, on était vraiment une équipe juridique très internationale. On était un hub basé à Londres, donc je travaillais avec un collègue italien, un collègue néerlandais. Donc, on passait nos soirées quand on allait au pub, justement, à énormément échanger sur nos différentes culturelles. Et j'ai énormément appris avec mon collègue néerlandais qui avait une manière de s'exprimer très directe, par exemple, et notre collègue britannique qui, pour le coup, il faut lire entre les lignes. Alors, on apprend au fur et à mesure. C'est avec le temps. Mais effectivement, et moi, je me suis ajustée aussi à ça. Donc, mon attitude, qui était plutôt à la base culturelle française, plutôt même du sud de la France, donc assez expressive, j'ai appris et j'ai ajusté mon attitude en meeting pour être beaucoup plus british. Et que c'était interesting. Faut développer une culture de la boisson aussi, parce qu'il faut le dire quand même, c'est que quand on va dans des endroits et c'est quand même le pub, je veux dire, c'est vrai que les Anglais boivent. Donc ça, c'est une culture et ça Oui, aide oui. beaucoup à la communication. Oui, alors oui, parce qu'effectivement, les Anglais enfin, de manière générale, hein, mais ils ont une inhibition, effectivement, donc tout est un flegme britannique. Mais dans la City, vous allez au pub le jeudi après-midi, entre midi et 18h, c'est là que tous les deals se font sur les insurance brokers, les courtiers en assurance. Ils sont tous courtiers en assurance, ils sont tous au pub. Et c'est vraiment là que se fait le réseautage et les deals. Enfin, vraiment, j'étais Intéressant. assez impressionnée parce qu'à Paris, c'est pas du Ben tout ouais, comme c'est ça. comme ça peut être pas du temps. En fait, la dernière chose que je voudrais qu'on aborde, puisque je vois que le temps passe, c'est que vous savez que cette vidéo, elle est partagée par avec un autre groupe qui s'appelle le groupe des juristes en cas d'expatriation. Et donc, moi, j'aimerais bien avoir vos conseils, si, parce que bon, quand on est en expatriation, on a déjà passé l'étape de la première expatriation, mais quand vous avez des jeunes juristes ou des juristes chevronnés qui sont en France et qui rêvent de cette première expatriation, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Alors, je sais que Pauline elle va dire tout de suite la culture, l'ouverture d'esprit, là, très bien, mais les étapes, les premières étapes, si on veut vraiment se positionner et en quête d'expatriation, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes juristes? Alors moi, je vais dire déjà,
vraiment tout l'aspect administratif. Donc, se renseigner non seulement sur la réglementation et les nécessités, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup. Excusez-moi, j'ai un appel en même temps. Euh, qui, euh, qui demandent à venir au UK, ils ne se rendent pas compte que depuis Brexit, en fait, il faut un visa. Et donc je pense que pour une première expatriation hors UE, vraiment se renseigner sur les aspects aussi administratifs qui feront que l'arrivée dans le pays, elle se fera beaucoup plus sereinement que si c'est fait au dernier moment, quoi. Et c'est une solution aussi, c'est apporter une solution plutôt qu'un problème à un employeur. C'est lui dire, j'ai déjà regardé tout ça, voilà, je sais déjà tout ce qu'il faut, donc vous inquiétez pas, ne regardez que mon profil et ce que je peux apporter comme valeur ajoutée, ne vous focalisez pas sur ça en fait. Exactement, exactement. Ça, c'est très important parce que, et là, je le vois dans toutes les job ads, la question revient systématiquement, est-ce que vous avez besoin d'être sponsorisé? Si oui, et aussi, pour une première expatriation, ce que ça signifie d'être sponsorisé par son employeur. Parce que je pense que c'est aussi un peu sous-estimé parfois par l'euphorie de partir, mais anticiper un petit peu effectivement le projet. Et Pauline, de ton côté? Si la personne a un pays en particulier en tête, contacter, faire une recherche des entreprises qui se présentent dans le pays et après ne pas hésiter d'envoyer une candidature spontanée. C'est ce que j'avais fait avec le VIE. Et bon, bien sûr, je dirais bien sûr un grand oui aux jeunes juristes qui veulent s'expatrier d'aller à Business France pour avoir un premier pas à l'étranger. C'est les VIE. Le VIE est une très grande porte pour cela. Mais oui, si vous avez une entreprise en tête, ou enfin un pays, à regarder toutes les entreprises et envoyer des candidatures spontanées et connectez-vous aux gens qui travaillent déjà à cette entreprise dans le pays que vous recherchez. Ouais, c'est parfait. Business France et je dirais aussi les chambres de commerce, parce que les chambres de commerce souvent font un service d'accompagnement à leurs Mm. membres qui sont intéressés de faire venir quelqu'un en VIE pour justement les aider avec toute la partie administrative, comme tu disais, Cécile. Il y a une chose aussi pour les États-Unis, pour ceux, parce qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas eu Anna dans le call, mais pour les États-Unis, il y a effectivement la possibilité, bon, pour ceux qui sont intéressés, qui ne le savent pas aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'obtenir une licence pour exercer en tant que juriste d'entreprise aux États-Unis quand on est étranger. On n'a pas besoin de passer par la casse études, on n'a pas besoin d'être avocat aux États-Unis. On peut demander à recevoir une licence en tant que juriste d'entreprise auprès d'un employeur américain pour peu qu'on pratique donc son droit local et le droit de son pays d'origine, mais on peut obtenir une licence, on prête serment devant le barreau de l'État en question, mais ça vous permet maintenant pratiquement dans tous les États des États-Unis d'exercer en tant que juriste d'entreprise pour le compte d'un employeur. C'est pas un remplacement d'un visa, il faut toujours un visa, mais en tout cas, ça permet légalement de se positionner et d'avoir un statut légal, parce qu'aux États-Unis, malheureusement, quel que soit le mode de fonctionnement, pour exercer le droit, il faut une licence. Donc il y a différents types de licences, mais il y a des licences particulières pour les juristes d'entreprise. Et donc voilà, je voulais simplement mettre ça pour un petit peu refléter un peu la partie américaine qu'Anna ne peut pas discuter. Voilà, mais donc je voulais vous remercier. Vous aviez peut-être des mots de conclusion toutes les deux ou ça vous semble... Non, sur juste un aspect sur lequel on n'a pas vu, qu'on peut avoir aussi des mutations en interne lorsque nous sommes dans la même entreprise. Ce qui s'est passé pour mon ami qui est à Hong Kong et qui a migré maintenant à Singapour, il est resté dans la même entreprise. Donc, favoriser cette approche si elle est possible. Bien sûr, des fois, elle prend du temps, 4 5 ans, mais des fois, elle peut être, voilà, on peut avoir un cheminement positif à cela. Donc, pas hésiter aussi sur la mutation lorsqu'on est déjà juriste à l'étranger. Exact, exact. Je vois beaucoup de ça au sein des entreprises aux États-Unis aussi. Pareil, Cécile, de ton côté, tu as autre chose? Oui, 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 oui. Non, non, je suis d'accord. Je me souviens mon premier stage, mon tout premier stage en cabinet. J'avais demandé à un collaborateur, bon, est-ce que je pourrais aller à l'étranger? Et il m'avait complètement tué mon espoir en me disant, bah, tu étudies le droit français, tu feras du droit français. Et donc, en fait, vraiment donner espoir à tout le monde, tous ceux qui ont envie de partir, c'est possible.
Et effectivement, Pauline, tu as raison. Moi, on m'avait proposé, j'ai malheureusement refusé pour des raisons personnelles, mais on m'avait proposé de partir ensuite en Amérique du Sud et d'être localisée en Colombie. Donc c'est possible d'être juriste français et effectivement évoluer à l'étranger et faire toute une carrière même à l'étranger. Et je veux dire en fait, même s'il y a de moins en moins de contrats d'expatriation, enfin, j'en vois très très peu maintenant désormais de contrats d'expatriation pour juristes. Par contre, effectivement, on est en contrat local quand on est envoyé, mais faire jouer le réseau interne d'une entreprise pour savoir quand les postes, quels postes sont disponibles et quand on a l'expérience soi-même de l'entreprise, déjà, c'est déjà beaucoup de gagné par rapport à une expatriation. Très bien. Ben, je vous remercie vraiment toutes les deux. Euh, Merci. on va diffuser tout ça sur le réseau en espérant effectivement que ça intéressera toutes ces personnes qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre mais qui étaient très intéressées par ce topic-là. Donc j'espère, je vous remercie encore, j'espère que ça attirera beaucoup d'autres juristes vers l'expatriation et je vous retrouve tous pour le Lab Expat du mois de mars que je vais annoncer très, très rapidement. Merci et j'arrête Merci. l'enregistrement. Je vous demande de rester 2 minutes avec moi. Voilà.